Quand j'ai bossé à Monoprix, je voulais être la meilleure caissière. Quand je bossais à Pizza Hut, je voulais que mes pizzas soient les meilleures. En fait, c'est juste, pas parce que j'ai envie d'être la meilleure, mais par respect pour les gens qui m'ont fait confiance. J'ai eu 3 années horribles que je souhaite à personne. Pourquoi elles étaient horribles ces 3 années? Parce que, en fait, j'ai changé de manager, j'ai changé de direction. Et je suis tombée sur une manager qui, je pense, parce qu'elle me l'a dit directement, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu veux prendre ma place? J'ai pas écouté et j'aurais dû. Et voilà. Pourquoi t'as pas écouté? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que je me suis dit, waouh, c'est un super challenge, il faut que je montre que je peux y arriver. Mon instinct me disait de pas y aller, mais je me suis dit, c'est une super opportunité professionnelle. Et en fait, non, il faut pas toujours penser, il faut faire confiance à son cœur et à son instinct. Du comptoir d'une pizzeria aux plus grandes multinationales, Angela a tout vécu. Elle a commencé chez Pizza Hut, où elle a appris l'art de l'efficacité et de la rigueur opérationnelle. Puis à force de détermination et d'apprentissage, elle a gravi les échelons jusqu'à General Electric et les Nations Unies. Elle nous partage ce que ses premières expériences lui ont appris, l'impact des mentors qui ont marqué son parcours et comment elle a transformé les obstacles en véritable force. Ce que j'ai adoré chez elle, son énergie, son ambition sans limite et sa volonté de toujours viser l'excellence, quel que soit l'environnement. Bonjour Angela. Bonjour Mathilde. Je suis vraiment extrêmement heureuse de te recevoir pour cette émission. Merci à toi de me recevoir, ça me fait très très plaisir. Et merci, c'est un honneur pour moi. Très très partagé. Est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je m'appelle Angela, j'ai 49 ans. Je suis d'origine syrienne et libanaise. Et aujourd'hui, je suis directrice de Women in Tech France et aussi je suis CFO à mon compte pour les Nations Unies. Rien que ça. Oh. Est-ce que tu veux bien nous dire ce qui t'a donné envie de participer à cette émission? Pourquoi est-ce que tu as accepté ma proposition? Alors déjà, merci à toi de me l'avoir proposé. Alors humblement, parce que je me dis qu'en fait, en partageant mon expérience, peut-être qu'il y a des jeunes filles et des femmes qui vont oser se dire d'être passées par, entre guillemets, plusieurs vies. En fait, le fait d'oser et de sortir de sa zone de confort, on peut y arriver, même si on s'est pris des claques et des ratés, c'est en osant qu'on y arrive. Alors si j'arrive à donner le courage à une ou deux personnes, je serai ravie. Paris gagné. Oh, j'espère. Bon, c'est l'objectif. Toi, la résilience, le fait d'oser, tu connais ça depuis ton plus jeune âge. Est-ce que tu veux nous raconter ces premières années Oui, très intenses? Avec plaisir. En fait, comme je t'ai dit, je suis d'origine syrienne et libanaise. Je suis née à Damas. Et malheureusement, dans une période où les attentats, la guerre étaient c'était notre quotidien. Je dis tout le temps que dire cette anecdote de dire que j'ai vécu mon premier attentat à 5 ans, c'est pas une phrase anodine et malheureusement, c'était pas le premier. Et donc oui, j'ai compris très vite que en fait, chaque jour et chaque seconde compte dans la vie, qu'il faut vraiment profiter de chaque instant, des gens qu'on aime et de la vie. Et il ne faut pas se poser 1 milliard de questions. Et dans la vie, il faut foncer. Et malheureusement, d'être passé aussi par des situations de santé un peu compliquées m'ont donné beaucoup de force et de résilience, je pense, sans le savoir. J'ai l'impression que ça se sent. Donc toi, tu es arrivée à 8 ans en France. Voilà, on a fêté je suis arrivée le 30 janvier 1983. Donc j'ai fêté l'anniversaire il n'y a pas très longtemps. Génial. La semaine dernière. Et je me rappelle encore, c'était un samedi à Orly. Et mon père était déjà là parce que mes parents sont venus pour terminer leurs études et pour aussi ma question de santé. Et je me rappelle très bien parce j'ai des très très bons souvenirs de mon arrivée. On habitait en face de la Sorbonne, donc il y a pire pour arriver à Paris. Et donc du coup, tous mes souvenirs d'enfance sont dans le jardin du Luxembourg. Et c'est marrant parce qu'il y a quelques années, j'ai des neveux et nièces et mon neveu est fan de marionnettes et je l'emmenais voir les marionnettes. Et la dame qui tient aujourd'hui les balançoires du jardin de Luxembourg, c'est la petite fille de la dame que j'ai connue, qui était très très gentille avec moi. Je lui dis mais votre mamie, elle était adorable parce que je parlais pas du tout français. Et en fait, elle était vraiment gentille, elle me donnait des bonbons et tout, donc j'en garde. Sympa. Sa petite fille est aussi gentille qu'elle. Donc oui, mes premiers souvenirs, c'est mon jardin d'enfance et le jardin du Luxembourg. Il y a eu une belle transmission. Et donc tu l'as dit, je suis arrivée à 8 ans, je parlais pas français. Comment tu as appris à parler français? Alors, c'est vraiment... moi, donc, je m'appelle Angela grâce à Angela Davis. Mes parents sont dentistes, mais ont toujours été militants
Et en fait, quand on est arrivé en France, c'était, comme je t'ai dit, c'est une raison de santé. Donc, normalement, mes parents devaient terminer leurs études, on restait 4 ans. Du coup, j'étais à l'école irakienne à Paris, qui n'existe plus. Mais en fait, j'ai appris le français en lisant des livres parce que j'ai rapidement compris en fait la chance que j'avais d'être en France. Je suis tombée très très vite amoureuse de l'histoire de France qu'on n'étudiait pas en Syrie et au Liban, et surtout de la littérature française. Et il y a une citation que j'aime beaucoup de Romain Gary qui dit j'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Et c'est arrivé très très vite. Et vraiment, je suis tombée d'abord amoureuse de l'architecture. Et puis les musées, je suis une grande fan des musées. Il n'y a pas une expo, même celle qui ne m'intéresse pas. Je dis tout le temps qu'il faut aller voir toutes les expos et avoir son propre avis. Voilà, donc j'ai eu... et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point on a accès à la culture et facilement en France. Il y a toujours un moyen d'apprendre. Donc voilà, en fait, j'ai appris le français toute seule. Pas à l'école irakienne parce qu'on n'avait pas de cours de français. Et voilà. Et puis après, mes frères, j'ai 3 petits frères, comme ils étaient à l'école française, j'ai appris la grammaire avec eux. Ne me demande pas ce que c'est un passé composé, mais Il n'y a pas besoin, et puis parfois on se mélange. voilà. Ça m'a l'air d'être quand même sacrément bien maîtrisé. Oui, merci. C'est quoi tes rêves quand tu étais petite fille? Tu avais envie d'exercer quoi? Moi, je voulais... alors, comme je viens d'une culture du Moyen-Orient, au Moyen-Orient, on ne se pose pas la question de est-ce qu'on va avoir notre bac ou pas. L'important, c'est d'avoir la bonne moyenne. Par exemple, les meilleurs rentrent en médecine, après c'est dentaire, après c'est architecte, et après c'est ingénieur architecte, et après c'est droit. Et quand on rate sa vie, on fait du commerce. Alors moi, c'était obligé que, voilà, mon objectif, c'était de faire médecine ou dentaire, mais surtout parce qu'en fait, je voulais faire ça et travailler après dans une ONG. Alors, j'ai eu mon bac avec une très, très bonne moyenne. En France, ça servait à rien, la moyenne, parce que j'ai fait Paris 5 ici. Mais bon, c'est quand même vachement bien. Hein. Oui. Mais, et donc, j'ai fait médecine. Et rapidement, en fait, moi, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans dans une usine en tant que conditionneuse. Donc, déjà, en fait, la rigueur de travailler dans une usine, parce qu'il faut beaucoup de rigueur. Et puis après, j'ai travaillé quand j'étais étudiante à Pizza Hut, qui est une des plus belles expériences que j'ai eues. J'aime beaucoup parler de cette expérience. Et en fait, là, j'ai découvert le monde du commerce, du marketing, etc. Et après avoir... au bout de la première année de médecine, il y avait le numerus clausus à l'époque, et donc, je n'étais pas parmi les 100 premières. Et en fait, j'ai décidé de laisser tomber, sans le dire à mes parents. Parce que c'était, entre guillemets, inavouable à ce moment-là. Même si ils nous ont toujours poussés à aller de l'avant, etc. Mais pour eux, j'étais la première enfant, je faisais médecine, qu'est-ce qu'on allait dire là-bas, la famille, etc. Donc, j'ai pris un crédit étudiant. J'ai eu la chance d'avoir un super manager qui a été caution pour moi au Crédit Lyonnais, qui n'existe plus. Maintenant, c'est la LCL. Et donc, mes parents, la même semaine, ont découvert que je faisais plus médecine, que je travaillais à Pizza Hut et que j'avais un crédit étudiant. C'était beaucoup. Du coup, mes frères, tout ce qu'ils ont fait après, c'était c'est passé. Normal, voilà. Non, mais ça, on remercie les aînés pour ça, parce que vous ouvrez la voie pour les autres. Exactement. Donc après, j'ai fait des études. J'ai fait un BTS de commerce international. Et ton expérience chez Pizza Hut, elle t'a apporté quoi? Quoi tu as été déjà? Je travaillais dans un point de vente où en fait les pizzas devaient arriver en 30 minutes. Et j'ai eu la chance, en fait, mon manager, j'arrêtais pas de lui poser, mais pourquoi 30 minutes, pourquoi 30 minutes? Et il m'a envoyé voir les équipes marketing. Et c'est là où je suis tombée amoureuse du marketing. Et en fait, le travail à Pizza Hut m'a appris d'abord l'importance de l'esprit d'équipe, de travailler en équipe. Et c'est comme le dicton qui dit seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Mais c'est exactement ça. La rigueur, le bon timing, les process, mais surtout en fait l'importance de l'esprit d'équipe, et qu'on ne travaille pas pour une entreprise, on travaille pour quelqu'un. Et voilà, moi j'ai eu un super manager à ce moment-là qui m'a appris tout ça, et j'ai essayé en fait de respecter ce qu'il m'a appris toute ma vie. Donc voilà, c'est pour ça que je parle toujours de cette expérience, parce que les points de vente comme ça, c'est si on n'est pas rigoureux, si on n'est pas, mais rigoureux dans tout, hein, dans le timing, dans la propreté, sincèrement, enfin,
on nettoyait tellement. Je crois qu'on était le point de vente le plus propre parce qu'on désinfectait matin et soir. On pouvait manger par terre dans notre point de vente. Et lui, ça lui tenait vraiment. Mais on venait tous super contents au travail. Pourtant, c'était pas le travail non plus le plus. Mais voilà, moi, Non, mais il y avait un vrai esprit de collectif qui était génial. voilà. Et j'ai adoré cette. Et vraiment, j'ai toujours voulu que mes équipes, parce qu'après j'ai managé toute ma vie, qu'il y ait une bonne ambiance, que les gens viennent heureux au travail, malgré que voilà, les boulots qu'on faisait, c'était pas forcément les plus fun. Mais voilà, tout le monde venait, j'espère, heureux. Et même maintenant, quand je les croise, eh ben, ils me disent: «Oh là là, on garde toujours encore un bon souvenir». Et bah, ça, c'est ma plus grande fierté, en fait. Ça, c'est canon. Et comment, du coup, t'es quel type de manager, de directrice, Angela? Alors, je suis quelqu'un de... pour moi, ne rater les objectifs, c'est impensable. Donc, c'est pas possible. Mais je suis quelqu'un... parce que pour moi, un bon manager, c'est pas quelqu'un qui donne des directives, c'est quelqu'un qui crée un environnement sain et bienveillant pour faire émerger les bonnes idées et surtout pour qu'il y ait pas de barrière. Moi, j'aime pas la rétention d'informations. J'ai toujours dit à mes équipes: dites-moi la vérité, même si j'ai pas envie de l'entendre, mais dites-moi. Vous êtes levé le matin, hier soir vous étiez en soirée, et ben appelez-moi, dites-moi la vérité. Et ça a toujours été comme ça. Et par exemple, nos réunions d'équipe, des fois, on nous entendait jusqu'à dehors, mais après quand on sortait, ben, on était tous super contents. Et je disais: ce qui se passe, c'est comme une petite famille. Ce qui se passe, c'est entre nous. Ça doit pas sortir dehors. Et voilà. Et puis, je suis quelqu'un qui adore partager mes échecs et mes faiblesses avec mes équipes. J'ai aucun souci à le faire parce que je veux pas qu'ils fassent les mêmes erreurs que moi. Et puis, et surtout, j'avais mis quelque chose en place quand j'étais très, très tôt. Tous les mois, je fais des réunions d'équipe. J'aime bien leur présenter les autres métiers des groupes où on était. Et surtout, en fait, on faisait ça. En fait, chaque mois, on choisissait un collaborateur, on mettait les points positifs, les points améliorés. Mais surtout, moi, chaque fois, c'était un collaborateur. Mais moi, je le faisais tous les mois. Je sortais. Toi, Voilà. sur toi. Sur moi. Et en fait, ils faisaient ça sur l'ordinateur parce que je connaissais leur écriture. Et ils mettaient mes points positifs et mes points améliorés. Et c'est pas facile à entendre. Mais par exemple, au début, par exemple, ils mettaient... Angela est toujours dans les points positifs et points améliorés, le fait que je sois de bonne humeur. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi c'est dans les points améliorés. Il me disait: mais non, tu nous dis d'être sincère avec toi, mais toi, tu ne l'es pas. C'est pas possible que tu sois tous les jours de bonne humeur. Et je leur disais: mais non, mais moi, je suis manager, je n'ai pas à vous transmettre. Et voilà, mais en fait, ça m'a... En fait, dans le cours de ma vie, il y a une chose, quand je recrute, j'essaie toujours de recruter des gens que j'estime meilleurs que moi. Parce que sinon, moi, je grandis. Moi, j'ai besoin de grandir. Et j'ai toujours essayé d'avoir des gens que j'estimais meilleurs et qui peuvent m'apporter et qui peuvent apporter à l'équipe. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir un environnement sain. Ça, c'est extrêmement important ce que tu dis. Et je trouve que c'est pas assez répandu dans les entreprises. Et pour avoir beaucoup d'entretiens, d'échanges avec les NOL, donc avec les 45-65 ans, j'ai le sentiment que parfois, certains ne sont pas reçus ou ne sont pas pris, pas considérés dans un travail parce que potentiellement, leur futur manager aurait peur de leurs compétences, de leur assise, de ce qu'ils pourraient apporter. Donc, le fait que tu dises, moi, j'ai envie de m'entourer des meilleurs, c'est génial. Ah, mais ça a toujours été, même les dernières expériences, quand j'ai lancé les banques digitales, etc., j'ai pris des personnes qui m'ont, moi qui croyais tout connaître dans la finance, je me suis aperçue au bout d'une semaine que je connaissais rien de tout ce qui se passait. Ils me parlaient de choses, mais de quoi ils me parlent en fait? Et ça, c'est génial. Et puis moi, j'ai vraiment aucun mal à dire, je sais pas. Je préfère dire... Ouais, mais c'est sans doute ce qui fait aussi ta grande force, parce qu'il y a un moment, je trouve qu'il y a toujours une période dans laquelle on peut dire « je sais pas ». Oui. Mais quand on n'a jamais dit qu'on savait pas, voilà. Le jour où on se rend compte de tout ce qu'il y a sous la moquette, ça peut devenir un peu tard. Et quand tu es dirigé par quelqu'un qui se dit « attends, mais c'est super ce que tu as fait. Par contre, moi, j'y connaissais rien, donc apprends-moi. » Oui. Mais on a envie d'être avec cette personne. Ah, mais vraiment. Et puis, même, tu vois, pour la petite anecdote, j'avais un collègue qui est extrêmement fort en français. Et donc, des fois, il me disait: oui, par exemple, tu as fait une faute là. Et à un moment, il me disait:
Ça te dérange pas? Je fais: «Mais non, au contraire». Et en fait, après, je lui ai montré et là, il était mort de rire parce que je lui ai montré que à chaque fois qu'il me faisait une remarque, je la notais dans mes notes de l'iPhone et je lui fais: «Regarde, C'était vraiment, tu la prenais de tout ce sérieusement. que tu me dis». Il fait: «Non, mais il faut pas aller». Je fais: «Non, non, mais parce que c'est comme ça que j'apprends, en fait. Non, n'hésite jamais à me dire que j'ai fait une faute et cetera». Et même pour la deuxième anecdote, j'ai un collaborateur qui m'avait dit: «Angela, mais pourquoi tu mets jamais de points à la fin des phrases dans les mails?» Je fais: «Ben, je sais pas». Il me dit: «Mets des points, ça me dérange». Je fais: «OK». Et donc du coup, maintenant, à chaque fois, je mets des points et c'est grâce à lui que je mets des points. Voilà, tu vois? C'est des petits trucs, c'est donc j'adore en fait, j'ai aucun mal à ce qu'on vienne me dire, ça ou ça tu mal géré ou ça tu pas dû le dire et cetera. C'est top. Voilà. C'est Et génial. ma façon de manager aujourd'hui est totalement différente et des fois aussi, je repense à je me dis: «Oh là là, si je manageais comme ça, il y a 20 ans, peut-être que j'aurais pas fait cette erreur» et cetera. Donc mais voilà, on apprend, comme ça. Bah, bien sûr. Et puis, c'est aussi quand même l'idée de se dire que jour après jour, tu es meilleur que la veille et Oui, donc tu fais j'espère. mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et donc c'est absolument logique. Et quand tu es aujourd'hui dans tes postes de direction, le sujet de l'âge des personnes avec lesquelles tu vas travailler, est-ce que c'est un sujet pour toi? Alors, là, ce que je fais au quotidien, non, mais je m'en aperçois malheureusement aujourd'hui parce que quand je postule à des postes, on me l'a dit maintenant bah, sur un an plusieurs fois que je coche les mauvaises cases. J'ai 49 ans, je suis une femme, j'ai un CV trop lourd. Et pourtant, pour moi, tout en restant humble, je me dis, mais, on a besoin de ces expériences-là. Et en fait, je m'en aperçois. Au début, je n'osais pas en parler. Et après, en parlant avec des copines de mon âge, ben, je m'aperçois qu'en fait, oui, c'est vraiment un frein aujourd'hui. Et pourtant, j'ai jamais voulu qu'on me donne un poste parce que je suis une femme. Et j'ai eu la chance de faire carrière à General Electric où en fait, cette question ne se posait pas. On avait 70% de femmes, il n'y avait pas de problème de discrimination, etc. Et donc, je vois que enfin, des fois, j'ai pas envie de me dire que la mentalité est différente. En fait, oui, peut-être que je me mets des œillères, mais voilà, c'est mon côté positif. Donc, j'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui va se dire: «Ah, bah, c'est peut-être bien de l'apprendre». Mais voilà, à force d'être jetée par les algorithmes, je commence à me poser des questions. Mais bon, c'est pas grave, je persiste. Non, mais tu persistes et puis tu as déjà des super missions et ça me paraît, j'allais dire particulièrement absurde, mais ça, on y reviendra. Quelle est l'expérience que tu as vécue professionnellement pour l'instant qui t'a le plus apporté, que tu gardes, qui a une place un peu centrale dans ta carrière? C'est General Electric, parce qu'à General Electric, je suis arrivée donc dans le monde de la finance sans rien connaître. Et j'ai eu de la chance ce jour-là de tomber sur une femme qui a vu du potentiel en moi. Je voudrais la nommer, même c'est Joséphine Albanese, qui est toujours dans le groupe General Electric, qui a vu un potentiel que moi, je n'avais pas vu. Et heureusement, je me dis qu'elle ne m'avait pas posé des questions. Je ne savais pas ce que c'était un décompte et un tableau d'amortissement. J'ai appris après. Et je me dis, mais heureusement qu'elle ne m'a pas posé des questions sur la finance, mais jamais j'aurais réussi. Et en fait, elle m'a fait confiance. Je suis arrivée en intérim à General Electric et je suis rapidement passée en CDI et elle m'a confié l'équipe du recouvrement amiable automobile. J'avais une grande équipe. En France, on a découvert le télétravail pendant le Covid. Moi, j'avais un tiers de mes équipes en télétravail, un tiers en agence, un tiers à la Défense avec nous. Et surtout, en fait, on travaillait avec notre service client était en Tunisie. Donc tout ça, elle m'a confié beaucoup de responsabilités. Et juste après elle, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'ai eu aussi une deuxième directrice qui est incroyable. Je voudrais la nommer, c'est Isabelle Megnaji, et qui elle m'a fait grandir, qui m'a tout le temps challengée. Et je me rappelle d'une anecdote où en fait on sortait d'une réunion avec le COMEX où il y avait le directeur des risques et j'avais rien compris à ce qu'il a dit. Et je suis descendue, je lui ai dit, mais j'ai rien compris. Elle m'a dit, moi non plus. Elle me disait, il est au 27e, va le voir. Et elle fait, il faut que tu oses, il faut pas que tu aies peur de poser des questions. Et en fait, grâce à elle, j'ai osé aller voir les directeurs marketing, directeurs risque, etc. Et j'ai beaucoup grandi parce qu'elle m'a toujours, elle m'a fait confiance. Elle me disait tout le temps, voilà ton budget pour ton service. La seule chose que je veux pas, c'est que tu rates tes objectifs. Et en 16 ans à General Electric, j'ai raté une fois. Je me rappelle encore du mois où j'ai raté mes chiffres. Mais voilà, il y avait parce que en fait, j'ai toujours respecté les gens qui me donnaient ma chance. C'est-à-dire que quand j'ai bossé à Monoprix,
je voulais être la meilleure caissière. Quand je bossais à Pizza Hut, je voulais que mes pizzas soient les meilleures. En fait, c'est juste, pas parce que j'ai envie d'être la meilleure, mais par respect pour les gens qui m'ont fait confiance. Et elle m'a fait confiance. Et voilà. Donc c'était j'ai eu mes plus belles années. Et heureusement que j'ai quitté sur une bonne note parce que parmi ces bonnes années, j'ai eu 3 années horribles que je souhaite à personne. Pourquoi elles étaient horribles ces 3 années? Parce que, en fait, j'ai changé de manager, j'ai changé de direction et je suis tombée sur une manager qui, je pense, parce qu'elle me l'a dit directement, elle m'a dit mais qu'est-ce que tu veux prendre ma place? Et en fait, je crois que c'est la première fois que j'ai osé répondre à quelqu'un parce qu'au bout de la 3e fois qu'elle me disait ça, je lui ai dit non, j'ai beaucoup plus d'ambition que de prendre ta place. Et en fait, ça a été très fatigant parce que je prenais des coups, mais surtout, je voulais protéger mes équipes. Et ça s'est mal terminé, entre guillemets, parce que j'ai eu ce qu'on appelle un Takotsubo, c'est le syndrome du cœur brisé, c'est le premier niveau d'un AVC. Et c'était mon premier arrêt maladie de ma vie. J'avais jamais eu d'arrêt maladie. Parce que là, c'était gérable. Quand je me suis cassé la jambe et tout ça, je suis venue au travail. Et là, j'avais pas le choix. Donc, j'ai fait 3 mois d'arrêt. Et je suis revenue travailler avec elle et travailler. En fait, pourquoi je l'ai fait? Parce qu'à l'époque, je me disais, il faut que je donne l'exemple à mes équipes en disant qu'on ne choisit pas toujours sa direction et son management. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me dis, mais en fait, pourquoi je me suis infligé ça? Parce que je suis revenue la boule au ventre. Heureusement que je ne suis pas restée très longtemps après avec elle. Mais ça a toujours été... Et je me rappelle, quand j'ai changé de poste, il y a une personne, un monsieur qui était à la direction, qui m'a dit, écoute, Angela, ce qu'on te propose, c'est un super challenge parce qu'en fait, je prenais la place de 5 managers. Malheureusement, je n'ai pas eu 5 salaires, mais je prenais la place de 5 managers. Et tu avais fait beaucoup de choses. Voilà. Mais en plus, c'était le début de la crise financière. Donc, il y avait beaucoup de challenges à ce moment-là. Et on m'a dit, écoute, le job, il est super, mais va pas bosser avec elle. Et en fait, j'ai pas écouté et j'aurais dû. Et voilà. Pourquoi t'as pas écouté? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que je me suis dit, waouh, c'est un super challenge, il faut que je montre que je peux y arriver, etc., etc. Mais c'est bizarre parce que maintenant, je me dis, Steve Jobs qui disait, faites-vous confiance, votre instinct, mon instinct me disait de ne pas y aller. Ouais. Mais je me suis dit, c'est une super opportunité professionnelle. Et en fait, non, il ne faut pas toujours penser, il faut faire confiance à son cœur et à son instinct. Et j'aurais dû, à ce moment-là, faire confiance à... Mais voilà. Mais maintenant, avec du recul, je me dis, ça a été une belle leçon. Une belle étape. Et, voilà. Et j'ai appris que oui, on peut être top. Moi, tu sais, dans toutes les grandes entreprises, tu as des évaluations annuelles. J'ai toujours eu des très, très bonnes notes. Et du jour au lendemain, j'étais rien du tout. Et c'est dur. Mais voilà. Et c'est pour ça qu'il y a une chose. J'étais un manager qui avait toujours ses bureaux au milieu des plateformes. Et je n'avais jamais mes awards. Mes awards ont toujours été chez moi. Je ne les mettais jamais. Et je disais tout le temps, j'étais toujours consciente qu'on peut être la star et rien du jour au lendemain. Mais ça, je pense que c'est hyper important. Et que même pour durer, il faut être très clair avec ça. Il faut savourer ses succès, il faut les partager, il faut les célébrer, mais il dure un temps. Et on se remet au travail au même niveau que les autres. Jamais d'arrogance, jamais de « je suis le meilleur ». Enfin, je n'ai vu que des gens que ça finissait par desservir tôt ou tard. Très intéressant quand même ce que tu as dit, Angela. 16 années chez General Electric, majoritairement formidable, portée par 2 femmes qui t'ont fait confiance. Et comme tu avais leur confiance, et tu as osé, tu as déployé tes ailes et tu as certainement apporté énormément de valeur. Et puis un changement de management, une femme qui a peur, qui se sent menacée, qui t'écrase et les premiers symptômes d'un AVC. C'est incroyable le poids que les managers peuvent porter dans la carrière des uns et des autres. Et c'est là où j'ai découvert, par exemple, à ce moment-là, on ne parlait pas de burn-out, etc. C'était même des sujets très, très tabous. Mais oui, parce que finalement, si tu fais un burn-out, dans l'inconscient, quelque part, en tout cas il y a quelques années, ça veut dire que tu es faible. Exactement, exactement. Et il ne faut jamais montrer ça. Et donc, c'est là où j'ai compris à quel point, déjà, je savais que c'était important d'avoir un environnement sain. Mais là, je me suis dit, mais vraiment, il faut que ça soit... plus que... Déjà, c'était mon objectif, mais là, vraiment, pour moi, c'est primordial d'avoir tout le temps... je suis la manager, j'adore cuisiner. Donc, je fais tout le temps des gâteaux, des cookies, et ça sert beaucoup. Je te jure que les cookies, ça m'a bien servi après en arrivant à BPCE, parce que personne ne me parlait, et c'est quand j'ai fait des cookies que les gens m'ont parlé. Donc, c'est drôle.
Mais ça a désamorcé beaucoup de situations, les cookies. Ok, faites des cookies. Moi, je vais perfectionner ma recette et je vais venir avec des cookies. Tu as raison. Et toi, tu as eu une vie professionnelle pour l'instant que moi, je trouve extraordinaire. Tu as eu le monde du corporate. Tu as aussi, à plusieurs reprises, 2 reprises, je crois, créé des entreprises. Oui, en fait, en quittant General Electric, parce que j'ai quitté General Electric lors du dernier plan social qu'il y a eu, parce qu'après, ils ont vendu toutes leurs filiales financières. J'ai créé 2 entreprises. La première, c'était pour aider les startups et les entreprises françaises à s'installer en Arabie Saoudite et dans les Émirats. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec les ambassades de France et les chambres de commerce sur place. Et la deuxième, c'était pour encourager les expats à investir dans l'immobilier et dans les startups en France. Donc, les 2 existent, mais je m'en occupe plus. J'ai aussi, en fait, je me suis jamais laissée. J'ai aidé à la création de 2 marques de vêtements qui existent encore, mais mais j'aime bien. J'adore les challenges. En fait, j'aime bien faire des choses. Dès que j'ai une opportunité, je dis rarement non. Vraiment, il faudrait que j'apprenne à dire non. Mais voilà, et c'est pour ça que je me suis retrouvée dans des situations à travailler sur des campagnes politiques, vraiment par hasard. Par hasard, parce qu'à un moment, on s'est dit, Angela, elle peut nous être très utile, je crois, sur la transformation, le digital. Le digital, oui. Et c'était vraiment à hasard. En fait, les équipes d'un monsieur qui est aujourd'hui président de la République m'avaient contacté. Leur QG à l'époque, en 2017, était à côté de chez moi. Et ils m'avaient juste demandé de venir voir si leur stratégie digitale était bonne. Et en fait, de fil en aiguille, on se prend au jeu, etc. Et puis voilà. Donc, et puis après, j'ai travaillé sur des campagnes législatives d'un monsieur qui était aussi le plus jeune Premier ministre de notre 5e République. Et c'était génial. Sincèrement. Et t'as aimé, parce que cet adoré. univers politique, parfois, Oui. il fait peur et on l'entend pas toujours décrit par les meilleurs mots. Toi, t'as aimé cette expérience? J'ai adoré, vraiment. Si je devais choisir entre la campagne présidentielle et législative, je te dirais la campagne législative. Pourquoi? Parce que alors moi, j'ai pas l'air comme ça, mais je suis super timide. Mais Alors, parce que t'as vachement pas l'air. Oui. Mais tracter, c'est un super exercice. C'est comme la télévente. Et parler avec les gens, débattre avec eux. Moi, je suis bénévole au Resto du Cœur depuis 30 ans. Et en fait, je dis tout le temps que les politiques, malheureusement, sont un peu déconnectés de la réalité. Et quand tu tractes, tu discutes avec les gens. Donc, tu discutes. En plus, tu discutes avec les autres partis qui tractent à côté de toi, parce qu'on tracte tous au même endroit. Et ça, c'est génial d'avoir les points de vue, parce que moi, je respecte. On peut ne pas être d'accord, mais je respecte tous les points de vue. Et j'essaye de comprendre pourquoi les personnes vont sur ce chemin-là ou pas. Et donc, j'ai adoré ça. Tracter pendant les campagnes législatives, c'est vraiment ce que j'ai aimé le plus. Ah, c'est énorme. C'est vraiment les comptes. Et c'est rigolo parce qu'après, j'ai découvert la ville où j'habitais, parce que comme je sortais jamais là-bas. Et après, on fait des super connaissances et c'est devenu des amis et même des amis de tous bords. Donc, et voilà, j'adore débattre avec eux jusqu'à aujourd'hui, même on se taquine, etc. Et voilà, donc mais j'ai jamais voulu travailler parce que j'ai toujours voulu avoir ma liberté et libre arbitre de pouvoir. Parce que quand tu travailles pour un parti ou pour une institution politique, forcément, c'est comme une entreprise, tu es obligé de défendre cette entreprise. Et parce que moi, quand je travaillais pour General Electric, il fallait personne de critique General Electric ou Pizza Hut ou voilà. Donc, et voilà. Mais donc maintenant, entre la finance et la politique, je pense que je suis bien T'es bien armée là. Et j'aime ce que tu dis sur le fait de le premier ministre le plus jeune de France, et puis quelques mois plus tard, une personne qui a le double de son âge. Et là, je suis pas du tout dans des sujets de bord politique ou autre, mais le fait de se dire qu'à un moment, la présidence de la République puisse se dire, à ce moment-là, c'est cette personne qu'il nous faut, et il a 35 ans, mais quelques mois plus tard, c'est cette personne qui n'était plus aux affaires et qui a 70 ans. Je trouve que c'est extraordinaire. Et c'est un bon modèle de ce point de vue-là. Ah, mais totalement. En fait, c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié moi, j'adore comment dire, découvrir l'humain, comment il fonctionne. Par exemple, quand on a travaillé sur les campagnes, sur la stratégie digitale, je leur disais, mais ne regardez jamais, moi je regarde jamais les posts des gens. J'adore regarder les commentaires des gens, parce que là, tu découvres l'être humain. Et c'est beaucoup plus intéressant. Et je dis à tout le monde, que vous lancez une marque, vous lancez un parti politique, que vous soyez sur quoi que ce soit,
regarder les commentaires. C'est ça qui est intéressant. C'est là où on sait si on va dans le bon sens ou pas. Et c'est là où on a, comment dire, le vrai ressenti des gens, parce que les gens, ils se lâchent dans les commentaires. Et puis, ça dépend des réseaux, parce qu'il y a un réseau qui est très, très, on va dire, un pourcentage de haters assez important. Mais voilà, c'est vraiment le côté humain. J'aurais dû être psy. Mais alors, tu veux que je te dise, tu peux encore. Oui, exact. Bon, en tout cas, c'est sûr qu'on sent que tu as un sens de l'humain, mais bon, tu as vécu tellement de choses. Et puis, j'allais dire, tu as les yeux qui brillent. Ah, Donc, tu dois vivre tout ça avec passion, et tout ça fait franchement un joli mélange. Merci beaucoup. Qu'est-ce que comment tu as commencé à travailler avec l'ONU? Alors, ça aussi, j'ai osé. En fait, c'était il y a 5 ans, une nuit d'insomnie. Je regardais les posts sur LinkedIn, et c'est très rare que l'ONU poste un post. C'était un post très high level, c'était presque numéro 3 des Nations Unies. J'arrivais pas à dormir, je me suis dit, bon, au pire, ils vont rigoler. Donc, en fait, moi, je pars toujours du principe, c'est au pire, on va vous dire non. Donc, on n'a rien perdu, en fait. Donc, j'ai rempli. Alors, il faut vraiment s'accrocher, parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup de pages à remplir. Et en plus, il n'y avait pas de chat GPT pour m'aider à l'époque. Donc, les plus motivés, déjà, ont rempli le formulaire dans son intégralité. Je pense il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés. Et je me rappelle de cette nuit-là, parce que j'ai commandé le kit MyHeritage pour connaître les origines de mon ADN. Donc, vraiment, c'est une nuit c'est une nuit marquante. Voilà. J'ai dit à mes parents, c'est maintenant ou jamais, s'il faut me dire quelque chose. Mais voilà. Et donc, ils m'ont appelé 6 mois plus tard, les Nations Unies, pas du tout pour être numéro 3 des Nations Unies. Donc pendant 6 mois, pas de news. Aucune news. Et c'est pour ça que quand ils m'ont appelé, même moi, j'avais oublié que j'avais postulé. Et ils m'ont proposé d'être donc en fait un poste où je suis freelance en fait pour les Nations Unies. Et je m'occupe en fait de la véracité de l'argent qui est envoyé vers le Moyen-Orient et la zone MENA. Et donc c'est très intéressant surtout c'est une région qui est malheureusement en perpétuel changement. On va dire c'est pas la région la plus calme du monde, mais oui, c'est très intéressant de travailler pour les Nations Unies. C'est moins intéressant en tant que freelance, que je pense que c'est beaucoup plus cool quand tu es fonctionnaire. Et pour le bon pays, parce que là aussi, c'est très différent, mais c'est cool. Avant que tu m'en parles, moi, je n'avais pas imaginé une demi-seconde qu'il y avait des freelances qui bossaient pour l'ONU, certainement à tort. Donc, tu ouvres aussi une voie. Oui, après, j'ai beaucoup d'amis, du coup, qui ont postulé, que ce soit même de la région MENA, et qui avaient découvert... Est-ce que tu peux nous dire, Angela, juste pour tous ceux qui écoutent, oui, quelle est la région MENA? Qu'on soit sûr de ne perdre personne. Et l'Afrique du Nord. Et donc, ils ont postulé, et maintenant, ils sont comme moi, freelance pour les Nations Unies, donc c'est cool. Et en parallèle de ça, donc tu portes une sacrée mission en tant que directrice de Women in Tech en France. Oui, et j'en suis très, très fière. En fait, Women in Tech, c'est une grande ONG qui a été créée en 2018 par une femme extraordinaire qui s'appelle Ayomi Moore Aoki, qui aussi, elle a plusieurs origines, parce qu'elle est moitié brésilienne, moitié japonaise, et elle a grandi en Afrique du Sud, pendant la période pas la plus cool aussi. Et aujourd'hui, j'ai fait sa connaissance il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, elle m'a demandé si je voulais bien lancer Women in Tech en France. J'ai accepté avec honneur. Et aujourd'hui, on est présent, Women in Tech, on est présent dans 63 pays. On compte plus de 400 000 membres. Et on est une des rares ONG qui est reconnue par les Nations Unies, parce qu'on fait des choses très concrètes. Et quand je dis concrètes, c'est créer des écoles. On a créé des écoles dans les favelas au Brésil, en Afrique du Sud, en Niger, au Nicaragua, au Pérou. On a Women in Tech en Afghanistan. Et là, on est en train d'essayer... c'est mon prochain challenge. Je voudrais lancer Women in Tech en Iran. Ça, c'est un autre challenge, parce que là, il faut les accords vraiment des autorités, un peu comme l'Afghanistan. Mais voilà, j'espère que d'ici la fin de l'année, on pourra le faire, parce qu'il y a des femmes extraordinaires en Iran, et je voudrais les mettre en avant. Et voilà. Et donc, Women in Tech en France, j'avais pas compris le challenge que c'était jusqu'à y arriver, parce que c'est vraiment... aujourd'hui, par exemple, on fait des hackathons avec des lycées dans les ZEP, et surtout on fait des hackathons où on mélange des lycées ZEP avec des grands lycées français comme Stanislas ou Jean Santsaï, et ces enfants, c'est ça notre plus grande fierté, parce que ces enfants n'auraient jamais pu dans l'absolu, on aurait eu peu de moyens de se rencontrer. Et aujourd'hui, je suis contente, parce il y a des amitiés qui sont créées, etc.
Et puis, par exemple, la première chose qu'on a fait, c'est avec Ayumi, on a voulu avoir comment dire, un court-métrage d'impact. Et pour ça, on a travaillé avec une super agence qui nous a fait confiance, qui s'appelle We Are Young, qui est une agence française qui a créé pour nous un court-métrage qui s'appelle Beyond Ceiling, qui a été présenté au Festival de Cannes et auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, où en fait, on voit une petite fille pousser le plafond de verre, mais ce plafond de verre, ça peut être un petit garçon qui habite dans la mauvaise zone géographique, ça peut être une femme de 49 ans qui n'arrive pas... En fait, les plafonds de verre, ça concerne plein de gens sur plein de sujets différents. Et voilà. Et une des premières choses aussi, c'est que je me suis dit, les plafonds de verre, c'est aussi l'accès à la formation. Donc, on a créé des partenariats avec les grandes écoles tech, sachant que pour être membre de Women in Tech, c'est totalement gratuit. Hein. Donc, il n'y a rien à payer. Il faut être une woman in tech. Voilà. Et puis, on a des women in finance, on a des women in law, on a beaucoup de en fait, aujourd'hui, vraiment, on ouvre à tout le monde. Et donc, on a créé ces partenariats-là pour que nos membres puissent avoir accès à des formations à des prix très intéressants. C'est du moins 30, moins 40% par rapport à... Waouh. Et puis surtout, j'ai voulu travailler avec toutes les organisations et toutes les assos. Alors, j'ai contacté tout le monde. Il y a des femmes qui m'ont recontacté, puis d'autres non. Mais je persiste parce que je suis persuadée que c'est en travaillant ensemble qu'on pourra changer les choses. Et c'est pas en travaillant chacune de son côté. Oh là là. Et pour revenir, parce que j'étais un peu... clouée et trop passionnée pour reprendre la parole tout à l'heure quand tu as parlé de l'Afghanistan et de l'Iran. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement en Afghanistan a autorisé que Women in Tech puisse exister ou se développe? Je trouve ça évidemment formidable, mais je m'interroge sur leurs raisons. Alors, aujourd'hui, je pense qu'à l'époque, c'était au moment du changement du retour des talibans. Donc, ils voulaient peut-être, en se disant, on va ouvrir une porte. Là, je vois, en fait, je dis tout le temps, je suis d'origine syrienne et libanaise, je viens d'une zone de guerre, mais je dis tout le temps que ce que vivent les femmes afghanes, c'est unique dans le mauvais sens dans le monde. Je veux dire, il n'y a aucun pays dans le monde où les femmes n'ont plus le droit d'aller à l'école, n'ont plus le droit à la formation, n'ont plus le droit de parler, on n'a plus le droit d'entendre leur voix. Et là, depuis 2 semaines, 3 semaines, elles n'ont plus le droit d'avoir des fenêtres. Enfin, je comprends pas, en fait, jusqu'à où ils vont aller pour à quel point, pour eux, une femme, c'est dangereux. Enfin, je me dis, mais en fait, ils ont tellement peur de ces femmes-là qu'ils savent plus comment faire. Et ce que vivent les femmes afghanes, c'est vraiment unique au monde. Et là où je peux les mettre en avant, j'ai fait la connaissance d'une athlète de taekwondo. C'est en arrivée en France il y a 4 ans. Elle s'appelle Marzia Hamidi, qui est une jeune fille extraordinaire, qui a fui l'Afghanistan, qui est à pied, qui est arrivée en Iran, qui a fui après l'Iran. Enfin, c'est incroyable. Et là, lors de nos Global Awards, je voulais vraiment qu'elle vienne parce qu'elle porte la voix des femmes afghanes. Elle le porte d'une façon mais tellement belle et magnifique et d'une force. Et ils ont tellement peur d'elle que malheureusement, elle a eu des menaces jusqu'à ici, son appartement en France, où elle est sous protection policière aujourd'hui. Et je me dis, mais c'est une jeune fille athlète olympique qui leur fait autant peur. Enfin, c'est à quel point et donc oui, ça me tient énormément à cœur de mettre, parce que c'est des femmes. Enfin, je veux dire, si on doit donner un exemple sur la résilience et la force. Ah ouais, là, je pense qu'il y a enfin, je peux dire. Moi, il y a vraiment, elle dépasse toutes les femmes du monde, quoi. Et voilà. Et je me dis, mais quand les gens disent non, c'est pas possible que ça arrive, il suffit juste de regarder, taper sur Google Afghanistan dans les années 70, on regarde les photos, et on se dit c'est pas possible, comment on a pu en arriver là. Et la même chose, il y a 2 semaines, enfin peu importe, il y a 2 semaines ou une semaine, je suis tombée sur une photo des députées iraniennes en 1971. Il y avait 15 députés, et je me dis mais comment. Et donc les gens, quand ils disent non, ça peut pas nous arriver, non, ça peut pas arriver, et malheureusement en 2025, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec le droit à l'IVG, etc. Oui, c'est en fait Simone de Beauvoir avait totalement raison.
encore aujourd'hui, elle doit se retourner sur sa tombe en se disant, mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris les Qu'est-ce gens, qui en s'est fait. passé? Et C'est ce que tu disais aussi, c'est finalement de jamais rien prendre pour acquis. voilà. Tu en parlais sous couvert de la progression dans l'entreprise, mais c'est vrai pour tout. Ah oui. Et du coup, Women in Tech aujourd'hui en France, est-ce que ça s'adresse à des femmes de tous âges? Oui, on a de tout. On a des étudiantes. Bah, du coup, là, on a du lycée jusqu'à des femmes, des femmes même à la retraite, parce que je trouve qu'elles, justement, en fait, l'expérience et l'histoire qu'elles ont, elles sont super intéressantes. Et moi, j'adore les mettre en avant. J'adore mettre aussi les jeunes filles en avant. J'adore les mélanger. Et c'est pour ça qu'en fait, on a mis en place, parce que c'est génial, le numérique, etc. Mais on met en place maintenant ce qu'on appelle, nous, des meet and drink, parce qu'on veut que ça soit très chill, tous les 2 mois, où en fait, on essaye d'inviter, par exemple, lors de la dernière événement, c'est une femme extraordinaire de Google qui est venue présenter une étude Google. Et en fait, ces instants-là, enfin, ces moments-là permettent aux jeunes générations et puis des étudiantes, des chefs d'entreprise. Puis moi, j'invite tout le monde, hein, des gens de la finance. Par exemple, notre deuxième Meet and Drink, on l'a fait avec AWS et c'était sur le thème de la finance. Et ça, c'était génial. Donc, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte que, que tout, il y a un effet papillon partout. C'est-à-dire, un changement dans la finance peut changer la tech, un changement dans le retail peut changer la finance. Et donc, tout, on doit vraiment s'ouvrir à tous les domaines. Et moi, j'aime bien mélanger ces gens-là. Et puis surtout, ça donne des idées. Bon, là, au dernier Meet and Drink, j'ai dit à mon équipe, c'était pas le but parce que j'ai reçu à peu près une dizaine de mails de femmes qui me disaient « Oh là là, tu nous as donné trop le courage de démissionner. » Je fais « Non, mais le but, c'est pas que tout le monde démissionne non plus. » Tu nous as donné trop d'envie, trop de possibilités, on est rentré chez nous, on y croit. Je veux pas augmenter le taux du chômage, mais donc, et là, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entreprise. Rien que ce matin, en fait, j'ai fait 7 mails de mise en relation. Et ça fait plaisir. C'est génial. Voilà. Ça, c'est cool. Et je me dis, en fait, j'adore que les gens me disent après, grâce à ça, on a trouvé un stage, on a trouvé un job, on a trouvé... Et surtout, moi, je réponds à tous les mails qu'on m'envoie sur LinkedIn. Waouh. Et là, il y a pas longtemps, il y a une asso qui m'a dit, qui nous invite à Lyon, pour pas les citer Tumo. Il m'a dit, mais je t'ai envoyé un mail en disant, mais elle va jamais me répondre. Et il m'a fait, tu m'as répondu en 24 heures. J'étais choquée, du coup, je savais pas quoi répondre. Du coup, j'étais pas du tout préparée à ce que tu me répondes. Et en plus, il m'a dit, en plus, encore moins que tu nous dises, oui, ok, je vais venir à votre event. J'ai fait, oui, mais c'est génial ce que vous faites, pourquoi je le ferais pas? Et moi, j'adore ça. Si comment dire, c'est pas prétentieux, mais je veux dire, si la lumière de Women in Tech peut mettre en lumière d'autres assos et d'autres Non, ONG, mais c'est pas prétentieux et c'est génial. Et moi, je te remercie aussi pour ça, pour ce que tu dégages. Parce qu'il y a beaucoup de gens, alors qui répondent pas, ils sont sans doute très occupés ou ils ont pas envie. Ou parfois, il peut y avoir un espèce de forme de statut social. Ah, je vais pas répondre tout de suite, je vais montrer que je suis désirable, que je vais me laisser désirer. Ça peut casser un peu d'élan et je trouve que c'est dommage. Donc, le fait que tu rendes les choses possibles, que tu mettes les gens en relation, c'est un catalyseur d'énergie, ça crée énormément de choses et c'est génial. Mais tu sais, ça, je pense que c'est General Electric parce qu'en fait, dans la culture américaine, si tu réponds pas au mail dans les 2 heures, c'est que toi, tu as un problème de gestion de ta journée. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours eu ça. Si je réponds pas, etc., c'est de ma faute. Par exemple, une de mes super directrices me disait ne dis jamais à un client on a un problème d'effectif parce que ça c'est ton problème interne à toi. Lui, il doit pas le savoir. Et donc, en fait, moi, je me suis toujours efforcée de essayer de répondre à tous mes mails. Malheureusement, il y en a que je réponds pas dans les 24 heures, mais j'essaie de tout le temps répondre et de toujours donner une réponse. Mais même quand j'ai recruté, c'est pour ça que quand je comprends pas que, par exemple, les gens qui donnent pas de réponse, en fait, jamais, mais ça me passerait même pas à l'esprit. C'est horrible. De pas répondre, en fait. Je trouve que c'est un manque de considération. Mais même, mes équipes, elles peuvent en témoigner, j'ai souvent refait même les CV des gens. Ça veut dire, j'ai reçu des CV qui n'étaient pas bons.
Et j'ai appelé la personne pour lui dire pourquoi. C'est vrai. Et j'ai refait les CV. Pour j'ai les aider, demandé, tu les as aidés vraiment à l'améliorer. oui. Et j'ai demandé à mes équipes de design, etc. On a refait le CV, etc. Et par exemple, là, on travaille avec plusieurs universités qui m'ont envoyé des CV. J'ai fait un feedback en disant, voilà, j'ai envoyé le CV de telle personne. Ce que je n'ai pas envoyé à nos contacts, voilà pour quelle raison. Et en fait, les profs me disaient, écoute, sincèrement, ça fait 6 mois qu'on leur dit, mais comme ça vient de toi, ils le prennent beaucoup mieux. Et donc voilà, mais c'est important de dire aux gens là où ils... C'est pour ça que j'ai jamais parlé de points négatifs, parce que personne n'a de points négatifs, on n'a que des points à améliorer. Et ça, c'est très important de toujours garder Ce prisme positif. Toujours. Et c'est rigolo parce que c'est même, je pense que c'est des mots que, quand tu fais de la télévente, on te dit tout le temps que tu dois toujours parler positivement. Et j'ai toujours gardé... mon frère me disait la dernière fois, oui, la femme... Je fais non, l'épouse. Il me dit, mais tu vas arrêter avec ces mots de marketing. Mais il compte. Ça fait 2 fois que tu reparles de la télévente, Angela. Tu veux nous raconter ton expérience de télévente? Sincèrement, c'était une très, très... comme je t'ai dit, le faire de la télévente, d'appeler les gens le jour de leur 50e anniversaire. Et je me dis, dans un an, j'aurais pu recevoir ce coup de téléphone. Et tandis que je me disais, quand tu as 20 ans et que tu parles à des gens de 50 ans, tu fais « Ah, mais en fait, ils sont super vieux. » Mais en fait, non. Tu devais leur vendre quoi? Je devais leur vendre une assurance obsèques et leur expliquer combien ça coûtait les obsèques en France, l'héritage. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, il y a des... Parce qu'après, tu gères tout de A à Z, que les gens... c'est tellement compliqué à gérer. En France, je me dis, mais c'est pas possible. Que même ça, il y a de la bureaucratie. Même, ça veut dire, les gens, en fait, on n'est jamais tranquille. Donc, ça veut dire que tu appelles, tu dis joyeux anniversaire, voilà, vous avez 50 ans, voilà, et je il leur est temps de dis vous occuper de votre décès. oui, et je leur dis, vous savez combien coûtent les obsèques en France? Et à l'époque, c'était dans les débuts des années 2000, fin des années 90, début 2000, ça coûtait l'équivalent de 10 000 francs. Donc, oui, j'ai connu le franc. Et moi aussi. Et en fait, ça m'a tellement... La réaction des familles m'a tellement perturbée que j'ai pris une assurance obsèques à ce moment-là. Donc, je crois, depuis ma vingtaine, j'ai une assurance obsèques parce que je ne veux pas du tout que ma famille gère ça. Et voilà. Et donc, après, tu te dis, mais en fait, il faut leur ramener positivement, de leur montrer que parce qu'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on va tous partir. Et c'est vrai, a priori. La chose dont on est le plus sûr, et la chose qui nous rend le plus triste, je trouve ça quand même fou, quoi. On est sûr de ça, mais ça nous rend triste et on n'arrive pas à gérer. Et voilà, donc, et j'ai découvert que la joie de l'héritage, les conditions d'héritage, etc. Donc, du coup, j'ai mis du temps à en parler à ma famille parce que je me suis dit, oh là là, mes parents ne sont pas prêts. Mais voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose, je trouve que que ça éviterait beaucoup de problèmes si on en parlait t'as raison. simplement. Mais je me permettais de rigoler avec ça, mais tu as raison et c'est forcément un sujet dont il faut s'occuper parce qu'on a envie de décharger notre famille. Mais ce qui m'amusait, c'était le fait de dire joyeux anniversaire, je te vends l'assurance décès. Moi, ce qui m'amuse, c'est qu'en lançant Noldy, les premiers sponsors qui m'ont contacté, c'est des assureurs d'essai. D'accord. En me disant, mais probablement que vous adressez une cible qui nous intéresse. Alors en fait, en soi, why not? Mais peut-être que en fait, la cible, elle existe tout au long de la vie parce que l'objectif, c'est de se préparer. Mais moi, j'ai pas envie que 50 ans, ça rime avec décès. Ah non, c'est le prisme inverse de ce que j'essaye de montrer. Et donc, ça m'a amusé parce qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire. Mais j'entends bien ce que tu dis. Oui, non, mais sincèrement, j'ai pas l'impression... là, je me dis, mais parce que mes parents et moi, on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Donc, quand ils avaient mon âge, moi, j'étais déjà manager à General Electric, mais je voyais mes parents. Je veux dire, c'est toujours les parents. Je me fais, mais en fait, oh là là, mais en fait, des fois, j'ai pas l'impression. L'âge, c'est dans la tête. Ah oui. Et heureusement que je suis entourée aussi de femmes, ou même de ma mère, qui a envie toujours de faire 1 milliard de choses, etc. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves et faire plein de choses différentes. Donc voilà. Donc moi, je me laisse pas de...
je me challenge tous les ans. Par exemple, je passe des certifications, des diplômes. Tout le monde me dit, mais pourquoi tu le fais? En plus, je suis pas... Enfin, je suis sur les réseaux sociaux, mais je suis pas quelqu'un... Je vais pas poster ça. Je le fais pour moi parce que j'aime bien me challenger. Et il y a pas longtemps, j'ai passé une certification Google que j'ai ratée. Du coup, je me dis, oh là là, c'est pas possible que je l'ai ratée. Il faut C'est que c'est vachement dur. C'est beaucoup trop dur. Alors oui, passer une certification Google, on m'avait prévenu. Alors déjà, on est surveillé à distance, etc., etc. Voilà, mon objectif, je veux avoir cette certification. Donc tous les ans, tu te fais ta petite liste en te disant, Voilà. cette année, j'en passe une ou deux, où je me forme, où je me certifie. Je trouve que ça a énormément de valeur. Souvent, j'entends des gens qui me disent, mais oui, évidemment, tu me parles de formation, mais moi aussi, je me forme, mais sans avoir à proprement dit d'exemples concrets ou récents qui l'illustreraient. Et je trouve que c'est très, très chouette que tu puisses te dire, je fais ça tous les ans. C'est une espèce d'hygiène de vie. Oui. Et c'est important pour moi. Et puis, ça te rend bankable, donc c'est clé. Et puis là, on s'aperçoit qu'en fait, en plus, maintenant, on est dans un monde entre l'intelligence artificielle, le monde, même le monde de la finance, tout change à une vitesse incroyable. Donc, si on se met pas, si on s'informe pas, tous les matins, j'ai la chance d'être d'avoir accès à tous les magazines. Donc, j'envoie une partie des magazines et des journaux à mes équipes. Et je leur dis, lisez, je lis pas. Ils font, attends, tu lis les 15? Je fais, mais non, bien sûr que non. Je regarde et je lis ce qui m'intéresse, en fait. Et c'est important d'être toujours être informé de tout parce qu'on est dans un monde qui va à une vitesse incroyable et tout s'entrecroise et voilà, la curiosité, c'est ce qui fait, c'est ce qui change tout. Et même, je le dis maintenant, même à mes neveux et nièces, lors d'un entretien, des fois, c'est une question de culture qui change complètement tout. Parce que ACV équivalent, bah oui, c'est quelqu'un, si on te demande, je sais pas, quelle est la dernière expo que tu as vue, ou quel est le dernier livre que tu as lu, par exemple. Et je me rappelle d'une anecdote où une fille, lors d'un entretien à General Electric, m'avait dit, je lui avais demandé comme ça quel était le livre qu'elle avait. Est-ce qu'elle lisait? Elle m'a dit oui. Et je dis quel est le dernier livre que tu as lu? Et elle me dit Le Télé 7 jours. Et en fait, et je lui dis écoute, C'est une j'ai passion éclaté. magazine. Et moi, j'emmène tout le temps, mais dans mes entretiens, j'emmène toujours quelqu'un de mon équipe parce que j'aime bien les entraîner aussi, parce que le but, c'est qu'ils prennent ma place. Parce que moi, ça ne me dérange pas qu'ils prennent ma place. Et j'ai éclaté de rire. Je lui dis écoute, je vais faire comme si tu n'avais pas répondu. Ne réponds jamais ça. Sincèrement, invente un truc, mais tu peux pas dire ça. Elle fait non, mais c'est. Je lui dis non, mais je sais. Bah alors là, c'est vraiment. Je pense que tu as été. On très, est dans très la sincère. transparence la plus totale. Voilà, mais c'est pas parce que je t'ai dit que. Parce que moi, en fait, je tutoie très facilement. Donc, même mes entretiens, je dis tout le temps. Et donc, je pense que les gens se sentent hyper à l'aise, mais il faut pas être à l'aise à ce point-là. Il faut pas être à l'aise à ce point-là. Non, mais ça, tu as raison. Quelle est la qualité qui t'a le plus servi pour l'instant dans ta vie professionnelle, Angela? Essayer d'être tout le temps positif. C'est pas facile, je pense que le fait de... On me le reproche souvent aussi, hein. C'est même dans mon entourage, tu vois toujours les choses de la bonne manière, etc. Je peux m'énerver parce que la ligne 13 n'a pas fonctionné, hein, ou parce que j'ai pas trouvé... je leur dis, oui, peut-être parce que, encore une fois, quand tu viens d'une zone... moi, ça fait 15 ans que là, la Syrie est en guerre, le Liban, je sais plus. Et donc, quand j'appelle ma famille là-bas, eux, ils ont des vrais problèmes. Ce que j'ai ici, malgré les hauts et les bas que je peux avoir, je dis tout le temps que c'est des problèmes de princesse. Ça ne sera jamais comme eux là-bas. Donc voilà, et puis, je suis quelqu'un de très... j'aime bien, je suis très rigoureuse, j'aime bien les process. Même dans ma vie, et je leur dis tout le temps, par exemple, mes copines qui me disent « Oh là là, j'ai pas le temps », je fais « Mais en fait, je leur dis, vous savez, tu vas arrêter avec cette situation. » C'est Einstein qui dit la folie, c'est tout le temps faire la même chose, ça s'attend à un résultat différent. Moi, j'aime bien me remettre en question, me dire « Mais attends, si j'ai pas réussi à faire ça, c'est que... » Alors, la seule fois, j'aime bien aussi dire... où j'ai, malgré m'être remise en question, et j'ai jamais réussi à avoir mon permis. J'ai passé 2 fois. Et je me suis dit, bon, déjà, je voulais le passer pour ma mère, pas pour moi. Et voilà, c'est vraiment la seule fois où j'ai laissé tomber. Voilà. Et bah ça arrive et tu n'es pas la seule. Quel conseil t'aurais aimé te donner si tu pouvais parler à ton Angela, qui a 25 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui du haut de tes 49? Alors, ça va paraître bizarre peut-être de se faire plus confiance et de oser. J'ai mis du temps
Mais oui, de plus me faire confiance et, euh, et voilà, d'avoir. C'est vrai que, enfin, oui, les gens vont me dire, mais si tu as osé toute ta vie, mais non, enfin, moi, je trouve pas que j'ai osé toute ma vie. Oui, peut-être, ouais, j'avais pas la confiance. Enfin, j'ai toujours un manque de confiance, hein, vraiment pour être transparente, mais avoir au moins ce pourcentage de confiance que j'ai aujourd'hui à ma vingtaine, ça m'aurait beaucoup servi. Tu trouves que tu l'as construite quand même au fur et à mesure du temps. Oui, et puis surtout grâce aux personnes. Je dis tout le temps que enfin, c'est important d'être entouré de gens positifs et de gens qui ont confiance en toi. Et moi, j'ai eu cette chance. J'ai des amis, femmes et hommes extraordinaires. J'ai rencontré des gens super. Euh, euh, et voilà, qui m'ont on se challenge. Euh, j'ai de la chance aussi d'avoir enfin, par exemple, ma meilleure amie qui m'a jamais dit, mais non, le fais pas. Qui m'a toujours dit, oui, ok, d'accord, mais comment? Mais jamais elle m'a dit, mais non, mais t'es folle, pourquoi tu vas quitter General Electric, pourquoi tu vas quitter BPCE? Voilà, donc l'entourage est très, très important. Les invités parlent souvent du poids de l'entourage, tu vois, et je ne l'avais pas tant que ça anticipé. Je pense que 50% des gens m'ont dit, mais effectivement, mon entourage, si mes amis, mes cousins, mon conjoint, mes enfants m'avaient dit, mais attends, en fait, mais t'es pas capable, enfin, tu vas pas y arriver, mais non, pourquoi tu changerais? Et ben, je pense que dans la majorité des cas, ils l'auraient pas fait. Oui. Et lorsqu'ils sont portés, donc c'est hyper fort ce que tu dis. Le rôle de l'entourage, on a un rôle à jouer tous dans toutes les petites situations du quotidien pour donner ce courage aux autres. Et moi, j'essaye d'être comme ça. Et c'est pour ça que mes amis me disent, sincèrement, on évite de te parler d'un projet parce que après tu vas nous saouler encore Bien plus que sûr. nous-mêmes. Parce que, en plus, Tu seras la pire. Ah oui, mais vraiment. Là, par exemple, j'ai une copine qui veut changer de vie, mais je lui ai envoyé, je sais pas combien de liens. Elle fait, non, mais c'était juste une idée dont je t'ai parlé. Un soir, tu te souviens, lorsqu'on discutait, l'air de rien. Hier, je l'ai fait appeler parce que j'avais une copine qui fait la même chose qu'elle à Lyon et donc je les ai mises en relation. Elle fait non, je t'ai dit juste que j'ai fait. En fait, elle a participé à un événement et j'ai trouvé, mais je lui dis, mais je te vois grave. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu as à perdre de le faire maintenant? Et voilà, donc moi, C'est génial que tu fasses ça. Et tu veux que je te dise, même si ça ne sème pas ses fruits tout de suite, ça sèmera à un moment. Bah, j'espère, sincèrement, mais je suis comme ça, même avec mes frères. Et alors, c'est rigolo parce que c'est mon petit frère que j'ai beaucoup saoulé toute sa vie, le pauvre, hein, enfin. Et il me disait, et c'est maintenant qu'il a compris qu'en fait, je pense qu'il a compris, parce que maintenant il vient à des événements que j'organise. Et il m'a dit, il m'a fait, non, mais en fait, t'es comme ça avec tout le monde. C'est pas que réservé à la famille. Je dis oui, je suis comme ça avec tout le monde. Et puis, je suis quelqu'un de très sincère. J'aime bien dire les choses sans langue de bois. Avec moi, on n'a pas besoin de lire entre les lignes. Des fois je me dis, non, en fait, j'aurais pas dû dire ça comme ça, mais Ouais, mais t'es comme ça. j'essaie d'améliorer. Je sais que c'est... d'être plus politiquement correcte des fois. Ouais, c'est aussi une chance pour les personnes qui te côtoient, moi, je crois, d'être avec quelqu'un auquel on peut accéder simplement, sans faux semblant. Je trouve qu'on gagne aussi du temps et que c'est une vraie qualité, sans aller jusqu'au télé 7 jours. Oui, exactement, voilà. Mais parce que j'aime bien que les gens soient sincères avec moi. Ouais, mais donc tu le fais d'abord. Voilà. Et donc, mais maintenant, je sais, les personnes, mes amis, je sais, il y en a avec qui je vais avoir un degré de transparence un peu moins important que C'est d'autres. normal. Donc voilà, mais voilà, j'essaie d'être comme ça. Qu'est-ce que tu te souhaites dans les années à venir? De toujours continuer à oser, d'essayer de garder ma positivité. C'est pas simple. Sincèrement, l'année 2024 n'a pas été très, très simple, mais ça a été un ascenseur émotionnel. Et j'espère, oui, de toujours voir le beau dans ce monde qui nous réserve des surprises étonnantes. Je vais rester aussi dans le positif en parlant, mais voilà, j'espère rester longtemps comme ça, en fait. Quel livre est-ce que tu veux nous recommander, Angela? Alors, ouais, il y a 2 livres que j'aime beaucoup. L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est un livre que j'ai lu je ne sais pas combien de fois. J'ai même lu la bande dessinée cet été. Et dans un total autre registre, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. J'adore ce livre parce que le début du livre, il décrit Paris, mais d'une façon incroyable.
Et quand j'ai vu le film, par contre, j'étais très, très déçue parce qu'en fait, il est tellement dans l'imaginaire, ce livre. J'adore ce C'était livre. pas au niveau de ce que tu avais Voilà, imaginé. exactement. Et j'aime beaucoup ce livre. Et puis, bien sûr, 24 heures dans la vie d'une femme aussi, que j'aime beaucoup. Mais, et dernièrement, j'ai succombé à la frénésie de La femme de ménage Bien sûr. que j'ai lu. Alors, ça fait très longtemps, mais c'est incroyable parce que j'avais lu là sur Internet les gens qui disaient « Oh, je l'ai lu en 2 jours ». C'est la première fois de ma vie, je pense, que je termine un livre en une journée. Je l'ai commencé le matin et je l'ai terminé le soir. Là, j'ai acheté le numéro, enfin, le deuxième tome, mais c'est incroyable. Pourtant, c'est pas l'histoire du siècle, hein, mais vraiment, on est Ça t'a embarqué. Ah ouais, vraiment. Donc là, je suis curieuse de voir comment ils vont faire un film sur ça. Parce que c'est Steven Spielberg qui disait que le spectateur le plus difficile, c'est celui qui avait lu le livre avant. Et vraiment, Mais c'est ce que tu dis et c'est ce qu'on entend souvent parce que chacun a son imaginaire. exactement. C'est... Est-ce qu'il y a un film, une citation qui te parle particulièrement? Alors, un de mes films préférés, c'est Le Cercle des poètes disparus. Et il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit ils ont pensé que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Je pense que ça résume très bien. À chaque fois qu'on m'a dit que c'est pas possible, eh ben si. Enfin, il faut. Alors, je me suis souvent pris des claques, mais j'ai quand même essayé. Si tu pouvais inviter qui tu voulais à ta table, t'inviterais qui? Forcément, enfin, la femme que j'aime le plus au monde, Simone Veil, Gisèle Halimi, Angela Davis, bien sûr. Et puis, j'inviterai quand même un monsieur, c'est Jean Domerson, parce que je suis folle. Ah, c'est vrai. Oh là là. Mais mes amis te le diront parce que je sais pas s'il y a une vidéo de lui que je poste pas minimum une fois par semaine. Mais j'aurais tellement aimé le rencontrer, mais vraiment, ah là là, mais je peux l'écouter pendant des heures. Voilà. La classe, le choix des Ah mots, oui, ce qui est... voilà, mais lui, c'est le summum. Voilà, mais oui, Simone Veil, Gisèle Halimi, parce que c'est des femmes qui ont eu un parcours incroyable. Angela Davis, voilà. Et puis, bien sûr, si je devais inviter aussi 2 autres femmes, c'est ma mère et surtout ma grand-mère. C'est elle qui m'a élevée, c'est la femme. Pour moi, tu vois, je te l'avais montré tout à l'heure, c'est mon tatouage et c'est la première lettre la première lettre des prénoms de ma grand-mère, mes parents, mes frères et mes neveux et nièces. Waouh. Et ma grand-mère, j'ai pas d'exemple de femme forte, résiliente, qui m'a toujours appris la positivité comme elle. Elle est, malheureusement, elle est plus là et malheureusement, j'ai pas pu y aller parce qu'elle est décédée pendant la guerre. Mais voilà, c'est la femme la plus importante de ma vie. Elle doit être fière de ce que tu es devenue. J'espère. En tout cas, c'est la première photo que je vois en me réveillant parce que c'est sa photo qui est en face de moi quand je me réveille. Donc, je C'est la vois tous important, les hein, matins. c'est important les grands-mères. Oui, Et ceux qui les ont, faut les savourer, hein. exactement. Oui, oui. Et moi, c'est elle qui m'a élevée parce que mes parents m'ont eu très, très jeune. Et donc, elle m'a toujours appris. Elle me disait te mets jamais de barrière au bonheur parce que tu auras plein de barrières. Alors, t'en mets pas toi là où. Enfin, t'en crées pas toi-même. Et j'ai tellement de beaux souvenirs avec elle. Donc voilà, je suis toujours émue quand je parle d'elle. Donc, Mais je comprends, je partage ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit, Angela, avant qu'on conclue et que tu as envie de dire pour terminer cette émission? Non, je pense qu'on a tout, mais vraiment, ce que je veux essayer de faire passer comme message, c'est vraiment oser sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur au pire, comme je l'ai dit, on va vous dire non et vous n'aurez rien perdu. Et j'aime beaucoup citer Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et je dis tout le temps, mais si vous savez combien mon pourcentage d'apprentissage, vous seriez vraiment... parce que là, ça a l'air tout cool, tout oh là là, là, tout réussi. Non, 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 j'ai pris énormément de claques dans ma vie et je pense que je continuerai malheureusement à en prendre. J'aimerais bien ne plus apprendre, mais voilà, il faut continuer, il faut oser tu sais, je pense que il y a très très peu de gens qui le savent. Après le Covid, je sais, je suis allée voir mon boulanger, je lui ai demandé si je pouvais faire un stage chez lui. Tu m'as dit ça, c'est vrai. Voilà. Et c'est parce que j'avais envie de connaître ce métier
Et parce que c'était un métier essentiel, enfin, je veux dire, oui, On a envie, voilà. on aime acheter notre baguette de Voilà. pain, nos pains, c'est important. Et du coup, j'ai amélioré mes recettes de cookies. Et, mais voilà, il faut... Et n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas à votre place. Vous êtes à votre place et vous êtes encore... vous pouvez... et que ce soit les hommes ou les femmes, hein, euh, entourez-vous de bonnes personnes et osez et brillez. Ce que j'adore parce que juste avant de refermer, tu nous as parlé de ta certification Google et là tu nous parles de 15 jours de stage de boulanger. Non mais c'est dire quand même l'éventail et la curiosité que tu as. Et je trouve que tout ça c'est des compétences transversales et ça se rencontre, c'est plein de sens. Mais C'est génial. Mais tu sais, même quand j'étais... Enfin, moi, quand je t'ai dit, j'ai commencé à bosser à l'usine, j'ai fait Pizza Hut, des McDonald's, Quick, j'ai travaillé... je me suis même rappelé l'autre jour que j'ai travaillé pendant 6 mois dans un cabinet défiscalisation. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Et du coup, j'ai appris plein de choses aussi. Et voilà, en fait, toute ma vie, ça a été des opportunités et des rencontres. Et c'est pour ça que je dis que, en fait, aller à des événements, parler aux gens autour de vous. La vie, il y a beaucoup de gens très, très intéressants autour de nous. Et malheureusement, c'est juste en s'ouvrant qu'on peut découvrir toutes les belles choses qu'on a autour de nous. Ça fait très Miss France, hein, ce que je viens de dire. Non, c'était magnifique. Mais voilà. Trop bien. Angela, un immense merci d'être venue. C'était merci à super toi, intéressant. Et merci de m'avoir fait confiance. Et j'espère que je n'ai pas été ennuyante. Et merci, c'est vraiment un honneur de cet échange. Merci beaucoup, Mathilde. Trop bien. Merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Noldy is Trendy. Si ça vous a plu, dites-le nous sur YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Ça fait toute la différence. Sur les plateformes de podcast, un abonnement et 5 étoiles, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, rejoignez le mouvement. L'expérience n'a jamais été aussi tendance. À très vite pour un nouvel épisode inspirant.